enregistrer. Voilà, je vais enregistrer cette présentation. Et là, ici, le sujet est un petit peu plus technique puisqu'on va parler des spécialisations. Donc, vous avez entendu que la session est enregistrée. Nous allons la mettre à disposition sur le site d'Ita Molière. Je leur donnerai l'adresse à la fin de la présentation. Et là, on va parler de deux choses. C'est la spécialisation, bien sûr, avec Dita, donc avec un petit rappel de ce que c'est. Au-delà des éléments, parce que vous allez voir, on a une démo, donc ça va être super chouette, de Frédéric, qui est là, qui va faire cette partie-là. Des spécialisations étendues, et notamment au niveau des traitements des fichiers. Donc, on va voir que la spécialisation, finalement, c'est la base de Dita. C'est bien l'histoire qu'on a du Darwin là-dedans, parce qu'on peut spécialiser les contenus. Donc, le type de rubrique topic est spécialisé dans plusieurs cas, par exemple, pour faire une tâche. Donc, on voit bien, par exemple, que list item devient dans une tâche ou dans une procédure un step. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, on peut aller un petit peu jusqu'où on veut. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait l'une des points vraiment attractifs de la norme Dita. C'est vraiment cette possibilité qu'on a d'étendre et de spécialiser les éléments. Donc, on va passer sur la page suivante, si tu veux bien, Frédéric. Oui. Alors, vous voyez tous mon écran, c'est parce que là, j'ai plus le cadre. C'est toujours bon pour le partage? Oui, okay. Parfait. Bon. Donc, une architecture pour tous, oui, certaines personnes disent finalement, Dita, bon voilà, on a des propositions, mais est-ce que ça va? Mon contenu, il est un petit peu spécial. C'est quelque chose qu'on entend souvent et qu'on pense. Et donc, l'idée, et l'astuce, c'est de passer à la diapositive suivante et de dire, finalement, on a des spécialisations. On a des spécialisations officielles et on a des spécialisations qu'on peut faire soi-même. Alors, dans les spécialisations officielles, il y en a une qu'on connaît assez facilement, enfin qu'on connaît bien, à vrai dire, qui est la Learning and Training Content. Donc, une spécialisation pour les contenus de formation dont on va parler. Et puis, vous voyez que ici, là, c'est un extrait tout simplement de la page officielle de OASIS, qui est l'association, le consortium qui s'occupe de la norme Dita. Et on voit qu'on a un sous-comité, une série de sous-comités, donc officiels, donc actifs, là, les premiers, et puis ensuite, qui sont fermés. Donc, il y en a un pour semi-conducteurs, on en a un autre pour l'industrie machine, on en a un autre pour les composites, les environnements composites, pardon, pour la pharma, etc., qui ont été fermés. Aujourd'hui, si vous regardez la norme 1.3, vous ne trouverez pas de normes pour la pharma, mais ce sont des initiatives qui ont été faites autour justement d'une spécialisation du contenu pour ces verticaux, si on veut, ou pour ces contenus particuliers. Donc, il y en a qui fonctionnent encore, donc la Learning and Training, par exemple, très bien. Et puis, il y en a qui ont été fermés, qui n'ont pas abouti. Parce que l'idée, et si je passe à la slide suivante, c'est que la spécialisation, on va s'adapter à des conditions particulières, mais si on est trop spécialisé, évidemment, on ne peut plus être vraiment adaptable pour d'autres environnements. Donc, évidemment, la spécialisation doit se réfléchir. Et au final, vous allez voir que, alors, la spécialisation, en fait, techniquement, ça consiste à définir ses propres éléments et ses attributs, des types d'informations pour des besoins spécifiques de contenu, d'accord? Donc, on doit rester ici dans le respect des règles de Dita. Donc, il y a quand même une façon de faire pour rester dans la norme, une façon de faire particulière. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, c'est, hop là, rendre facultatif un élément obligatoire par an ou un attribut obligatoire. Et on ne peut pas autoriser des éléments dans les emplacements interdits par le modèle de base. Donc, bon, il y a aussi quelques difficultés pour ajouter des nouveaux attributs spécifiques sur certains éléments. Bon.
Moyennant quoi, on a quand même dans le cadre de la norme beaucoup de capacités de spécialiser, évidemment. Ça se fait assez classiquement. Et on va voir que, d'accord, donc ça c'est pour la DITA, donc c'est pour la structure d'information. Si je passe sur l'Open Toolkit, donc là on passe à la diapositive suivante, juste pour un exemple qui vient d'une présentation de la spécialisation DITA, ça vient de l'équivalent de Convex Europe 2015, c'est pas récent, mais je trouve qu'ici on présente bien en fait la différence entre une sortie standard qui est à gauche, du DITA-OT, telle qu'elle était à l'époque, donc 2015, ça fait un petit moment, et aujourd'hui, ce qui était possible de faire avec voilà, un petit peu de travail sur les traitements pour la sortie. Donc, vous voyez bien que c'est bien plus propre, qu'on a des polices de caractère particulières. On voit aussi, en fait, ici, il s'agit d'entrer le mot qui est intéressant, et puis à gauche, on voit les mots acceptés, refusés, et puis à droite, on voit les entrées. Donc, on peut vraiment, et notamment pour les contenus de formation, on peut vraiment jouer sur de l'interactivité, par exemple. Donc ça, c'était vraiment très brièvement une présentation de la spécialisation. On a vu il y a des spécialisations. Dans DITA, c'est même comme ça que c'est fait en réalité. On a vu qu'il y avait des spécialisations officielles qui fonctionnent. Il y a des spécialisations, des tentatives qui ont été faites qui ne sont pas allées plus loin, et ce n'est pas une mauvaise chose. On a vraiment un format de base qui permet de faire ce qu'on veut en termes d'entreprise, et que derrière, évidemment, il ne s'agit pas simplement de rajouter des attributs particuliers dans les contenus, mais il faut en faire quelque chose au moment du traitement, et c'est ça tout l'intérêt. Et là, j'ai une petite question pour ceux qui sont présents, donc on verra, on fera peut-être une enquête un peu plus longue, une vraie enquête en fait sur la spécialisation, pour voir est-ce que vous utilisez une spécialisation, donc vous êtes 5% ou 20-30% à utiliser des spécialisations, ou la moitié des personnes qui sont présentes utilisent une spécialisation ou plus. Alors, ici, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait avoir une réalité, voilà, un chiffre représentatif. Moyennant quoi, est-ce que certains d'entre vous utilisent une spécialisation? Alors non pour Jean-Christophe. Solena non plus, Alexandre non plus, Julie non plus. Finalement, ce qui est proposé par défaut dans la norme est suffisant pour vos cas d'usage. Eh bien, c'est parfait, il n'y a pas d'obligation. Alors, on pourrait aussi avoir une présentation sur les contraintes qui est, en fait, on part de la norme de base, et puis on dit, finalement, on, entre guillemets, supprime ce qui ne nous intéresse pas. Donc, ce n'est pas qu'on va étendre ou spécialiser ou changer quelque chose, mais c'est qu'on va simplement utiliser un certain nombre d'éléments, mais pas tous. Donc ça, c'est le principe de la contrainte, mais je pense que personne n'utilise de contrainte non plus. Est-ce qu'on peut parler d'adaptation aussi, peut-être, sur la base de DITA-OT, plutôt que de vraiment spécialisation? Est-ce qu'on peut… L'adaptation, oui, c'est du développement même. Oui, oui, oui. Mais Oui, peut-être oui, que quand on prononce le mot spécialisation, c'est peut-être un peu trop fort, et peut-être que ceux qui ont répondu non font quand même un petit peu d'adaptation sur la base de DITA-OT ou utilisent ça. Bon, après, on n'est pas obligé de sonder comme ça chaque personne, mais c'est pour… Alors pour l'Open Toolkit, la plupart des personnes au moins utilisent leur plugin Oui, leur feuille de style. Donc bon, oui, voilà. Est-ce qu'on peut voilà, dire que c'est une spécialisation? Pas vraiment, c'est plutôt une extension attendue. c'est ça. Hein. Des traitements particuliers, je pense que moi, dans mon métier, on en voit, hein, évidemment. Je pense que ça va être intéressant de voir jusqu'où on peut aller avec la spécialisation justement et les traitements particuliers du DITA-OT, parce souvent on a les deux. En fait, en réalité, on a besoin des deux. Et c'est ce que vous allez présenter. Donc, je te laisse continuer. Ça marche. Alors,
Pour ceux qui me connaissent pas ou je pense que la plupart d'entre vous connaissent WHP, donc je suis à WHP depuis, ça va faire maintenant presque 14 ans, oui bientôt, ça fait 14 ans. Heu j'ai commencé comme, chef de projet en internationalisation de produits et depuis quelques mois, je travaille sur le développement des, produits WHP orientés DITA ou non, mais essentiellement DITA. Donc j'ai repris un petit peu la main, c'était, Kelly qui était en stage chez nous, qui avait, travaillé sur ces développements avec Pierre Attard qui est un de nos consultants. Peut-être certains le connaissent, il devait nous rejoindre, mais je ne le vois pas. Et on a travaillé sur des outils, sur le développement de produits sur la base du d'ITAOT. Donc, j'ai une connaissance toute relative de d'ITA. Je connais bien, enfin, j'ai travaillé avec, notamment, 4D Concept, pour ceux qui connaissent, plutôt pour optimiser les flux de traduction, la gestion des filtres de traduction, donc, qui ont sur de très nombreuses langues, puisque c'était pour Stellantis et pour Stellantis. Mais sur des spécialisations, je n'avais pas trop travaillé. J'ai pris la main il y a environ 6 mois et là, je vais vous présenter, je vais parler de 3 spécialisations et vous faire une petite démo sur une spécialisation assez poussée, puisqu'on génère des vidéos avec du voice-over. Alors, je vais passer à la slide suivante et dans pas mal de langues et c'est du voice-over et tout est automatisé. Donc on va alors, donc là, c'était le sommaire, hein, on reviendra dessus. Hop là. Voilà, donc les différentes spécialisations, sur la base du DITA-OT, de l'Open Toolkit, par WHP, on a, Agile Graphics sur lequel on travaille, on est au-delà d'un prototype, on est en version 1.0. On commence vraiment à intéresser certains de nos clients qui ont des problématiques avec la localisation, l'internationalisation des captures d'écran. Sachant que de nombreux clients, notamment dans le domaine médical, ont beaucoup de mal à réaliser des captures d'écran en 20 langues, voire plus, et ça prend beaucoup de temps. Il faut aller faire les captures d'écran dans chacune des langues. Nous, l'idée, ça serait bon, bien sûr, vectoriser le texte des SVG et rendre ce texte dynamique et faire une liaison. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on fait en fait une liaison entre les chaînes de UI qu'on intègre également dans une structure DITA, les SVG qu'on convertit en DITA et qui sont reliés directement au SVG. Et avec plusieurs niveaux, on va remplir les SVG de manière dynamique dans les langues pour lesquelles on a les traductions des chaînes de l'interface utilisateur. Donc ça, c'est très intéressant, on pourra voir quelques rendus. Agile Video, c'est peut-être la spécialisation la plus poussée. Agile Video est parti du constat qu'on avait pas les clients qui avaient tout leur espace documentaire bien fourni, bien traité, au format Vita, bien géré dans un CMS, mais qui avaient aussi souvent des besoins en matière de tutoriels et donc qui avaient à une époque créé des vidéos sources en anglais et ces vidéos n'étaient jamais internationalisées. Elles restaient en anglais, elles étaient très peu maintenues et surtout, elles étaient en général gérées par le service marketing et pas du tout intégrées dans l'espace documentaire. Donc, on s'est posé la question de savoir s'il n'y a pas un moyen de rendre une vidéo dynamique et à moindre coût, d'obtenir, pour des tutoriels, hein, on ne parle pas de vidéo marketing, mais pour des tutoriels, d'obtenir des vidéos en plusieurs langues et de les publier très rapidement en utilisant les nouvelles technologies existantes qui sont ce qu'on appelle le text-to-speech et les voix neuronales. Sachant que maintenant, on a des voix de synthèse qui sont devenues, grâce à l'intelligence artificielle, qui sont devenues très naturelles. La prononciation est très, très bonne. On arrive à des choses vraiment très intéressantes.
Alors, il y a déjà pas mal de groupes internationaux qui utilisent les voies neuronales, qui envoient à Microsoft Azure, qui font enregistrer, qui font leur MP3, qui récupèrent leur MP3, et puis après, ils font leur WAV et qui convertissent en MP3, et après, ils font leur mix avec la vidéo, mais il n'y avait pas d'automatisation, et surtout, ce n'était pas du tout géré de manière construite et de manière, comment dire, avec une gestion des contenus. Alors, une troisième spécialisation, on en a d'autres, mais c'est la conversion des unités de mesure. Donc là, c'est la spécialisation dérivée de publication vers HTML et PDF. Lorsqu'on spécifie dans les paramètres la langue cible de la publication. Donc, on traduit les topics, et par exemple de français en français canadien, on traduit les topics, et donc là, c'est une petite adaptation, c'est pas vraiment de la traduction vers le français canadien, et on peut, lors de la publication du PDF, bien sûr, il faut que les topics aient les bonnes balises au bon endroit, mais pour les unités de mesure, tout ce qui est les longueurs, les pieds, donc les pouces, les pouces au carré, etc., on peut, de manière dynamique, faire une conversion de ces unités. Il suffit, par exemple, d'indiquer la langue source français-canadien, la langue cible, pardon, français-canadien, et de dire, par exemple, si on veut garder les centimètres et les mètres en origine, et oui ou non, c'est non par défaut. On peut donc avoir les unités à la fois dans le système métrique et le système impérial, ou on peut juste avoir les unités dans le système impérial, et ça traduit de manière automatique. Ça avait déjà été fait auparavant, il me semble qu'il y a déjà des spécialisations autour de ça. Nous, on a poussé peut-être un petit peu plus loin. Il faudra faire une démo, bien sûr, là-dessus. On est en train de le mettre à jour, d'ailleurs, pour vraiment rendre cela dynamique et adapté dans les topics qui contiennent pas mal de mesures. Alors, on va passer donc sur Agile Vidéo. Je vais essayer d'aller rapidement. Donc, Agile Vidéo, le principe, c'est de partir d'une vidéo. Alors, ça peut être au format MP4. Donc, un tutoriel, un client qui a un tutoriel, mais ce tutoriel n'est pas sonorisé ou est sonorisé uniquement en anglais. Et le client, il a un script également, ou alors la personne qui nous donne cette vidéo a un script, une retranscription. Au mieux encore un SRT. On a un petit outil qui va convertir le SRT au format DITA. Je vais vous montrer ça plus en détail, on va rentrer exactement. On a aussi tout l'aspect des key terms, de la phonétique. Par exemple, on peut avoir dans certaines langues des termes, des noms de produits qui doivent absolument rester en anglais. Donc là, on va utiliser de la phonétique et on va créer un fichier de key terms et qui sera mis en relation avec le topic que l'on va publier. Et ensuite, on va automatiser toute la publication, l'envoi, on va créer ce qu'on appelle des fichiers SSML. C'est un format qui est compris par la plupart des moteurs de TTS. Donc, TTS, c'est Text-to-Speech. On utilise là pour la démo, on va utiliser Microsoft Azure. Et on va assembler, donc les SSML sont envoyés à Microsoft Azure, on va réceptionner des WAV, on va convertir les WAV en MP3 et on va mixer avec les timecodes qui sont contenus dans le topic, on va mixer dans la vidéo et à la fin, on va sortir une vidéo qui sera parfaitement synchronisée avec ou sans les sous-titres. Alors, je vais mettre mon écran en pause. On va donc partir sur Oxygène. Voyons voir. Juste pendant que tu fais ça, une question simple. SRT, parce que je ne me rappelle pas, SRT, c'est quoi le format texte des sous-titrages, mais je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, SRT. Subtitle RIP, peut-être qu'Elig le saura. Oui, c'est ça, c'est Subtitle RIP texte, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, Subtitle RIP text. Après, il y a VTT, non, c'est pas le vélo, hein. Mais il y a pas mal de formats de sous-titrage. SRT, c'est le plus connu, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Mais nous, on a un outil, donc ça, c'est pas vraiment dans Oxygène, mais c'est un outil, c'est un petit script de conversion qui va convertir le SRT qui est très standard, en fait, hein, avec un timecode en entrée, un timecode de sortie, le texte sur 2 lignes, et qui va convertir ça au format DITA. Donc là, on est sous... Vous voyez bien tous mon écran? C'est bon? Vous pouvez répondre.
OK. Ouais, moi je vois. Tout le monde, c'est Oui. bon. OK, parce que j'ai fait une petite transition. Comme je travaille en fait de la maison et là, je vais sur mon ordinateur au travail, c'est parfois un peu compliqué. Mais voilà. Donc, alors, peut-être que je veux vous passer une petite vidéo d'abord, la vidéo de départ. Un instant, avant de passer sur Oxygène. Là. Hop là. Voilà, je vais essayer de la transformer ici. Voilà, donc on a un autre outil qui s'appelle Augmented Review qui est un petit peu qui permet en fait de publier au format HTML des traductions digitales bilingues. Donc on publie, donc ça permet de faire une revue en contexte. Et on a créé un tutoriel. Alors le tutoriel, on l'envoie à nos clients, on l'envoie également pour les nouveaux chefs de projet qui arrivent chez nous pour un peu expliquer comment tout ça fonctionne. Et on avait, je pense qu'on peut entendre peut-être une petite voix off. Derrière, c'était Dominique qui avait enregistré l'anglais. Voilà, on entend vaguement. Voilà, donc c'est l'Augmented Review. Voilà. Donc là, Alors, j'entends pas du tout la voix. C'est normal, parce que justement, elle était très faible, l'enregistrement était très mauvais, donc ça rendait le tutoriel pas terrible. Et on est parti de ce tutoriel-là, et c'est ce tutoriel-là que je vais utiliser. Donc, on avait le SRT, on avait le sous-titre là qui ne s'affiche même pas, mais je vais partir du sous-titre et je vais créer une voix en anglais qui sera bien meilleure que la voix d'origine qu'on avait. Donc, c'était juste pour montrer que là, on est parti de quelque chose vraiment où on n'entend quasiment pas la voix, donc les animations se font, etc. Mais ça s'arrête là. Hop là. Donc, on va ouvrir ici Oxygène. Je vais un peu développer cette fenêtre-là. On a la data map ici, tout simplement. Donc là, on voit ici qu'on a le topic qui est référencé, qui est en fait ni plus ni moins que on aurait pu l'appeler srt.dita, qui est le srt converti en dita. On a ici les phonèmes qu'on a vus tout à l'heure dans le diagramme, et on a juste le titre. Dans le topic qu'on va voir en premier, donc je vais me passer en mode auteur très rapidement. Donc on voit qu'il y a la vidéo qui est référencée en tant qu'objet, et on voit ici qu'on a les lignes, les différentes lignes. Alors c'est pas très facile à voir dans Oxygène, là, mais on voit en fait qu'il y a plusieurs lignes. On va le voir en mode texte, ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc en fait, on commence, on définit la langue, on définit, ici, ah oui, c'est en anglais, j'aurais dû mettre, donc la vidéo qui est définie en tant qu'objet. Et là, on voit bien qu'on a un petit peu la structure du sous-titre, sauf que là, ici, audio subline, c'est le sous-titre, ici entre balises, donc on le voit ici, on peut mettre ici des breaks pour, je vais essayer d'agrandir un peu cette fenêtre. Un peu mieux. On a le sous-titre et juste en dessous, on a la ligne qui se répète, mais ce n'est pas une vraie répétition, ce qui est en fait la partie qui va être envoyée à l'outil de text-to-speech pour enregistrer. Donc, c'est le texte qui va être enregistré. On peut faire quelques modifications, c'est-à-dire simplifier le sous-titre pour qu'il y ait moins de texte qui s'affiche. Ici, on peut faire quelques modifications. Donc, on voit notamment ici les phonèmes qu'on a mis en conti-ref et qui sont référencés dans le fichier qui s'appelle reuse phonème. Et par exemple, le nom de produit Augmented Review, on voulait qu'en français, en chinois ou en néerlandais ou en espagnol, on a publié, je crois, au moins 10 langues, on voulait que le produit Augmented Review soit prononcé à l'anglaise. Donc là, on va aller ici vérifier ce qui se passe dans le fichier de phonème. On l'a ici, Augmented Review, on va définir que c'est l'alphabet IPA, c'est un type d'alphabet phonétique, et on a des convertisseurs sur Internet qu'on trouve facilement, le texte Augmented Review, je veux que ce soit prononcé comme ça. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on fait à partir de là, on a le scénario en anglais. En général, on lance la transformation pour créer la vidéo en anglais. Donc là, je vais la lancer à partir d'un CMS puisque j'ai un petit souci de timeout depuis Oxygène.
Et on va lancer la transformation donc à partir de la dita map. Je vais mettre en pause une seconde. Un instant, pardon. Ouais, en attendant, on voit bien que vous voyez bien que normal, phonème, c'est pas une balise voilà, qui est là par défaut dans, dans Dita. On n'a pas de balise dans Dita qui s'appelle phonème. C'est là qu'on Exactement, oui. la spécialisation. Tout à fait, voilà. On voit déjà la spécialisation ici, les définitions. Alors, je vais resume share, voilà. Hop là. Donc là, en fait, ce sont les mêmes fichiers, mais que je vais lancer la spécialisation, je vais lancer le scénario de transformation à partir d'un CMS, et ça sera beaucoup plus simple. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Pour commencer. Hop là. Donc là, on a notre adject vidéo. Donc, il faut que j'aille chercher la dita map en anglais. Là. La voici. Elle est ici, la dita map. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu, hein, qui va référencer les autres fichiers. Donc là, on va charger un output processing et on va lancer l'augmented review audio et run. Voilà, et on va attendre dans des vidéos MP4 un output. Donc, on va peut-être pas attendre parce que là, il y a des lenteurs. Je pense que c'est dû en fait au service API Microsoft Azure. On a quelques lenteurs et je ne sais pas trop pourquoi. Donc là, il y avait 3 jours. Ouais, c'est des démos. Normalement, ça arrive assez rapidement. Donc là, on voit que je l'ai. Tu as un Gearbox, ouais, en français. Ouais, oui, celui-là, je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Je vais voir si ça arrive assez rapidement, sinon je lancerai la vidéo juste pour vous montrer. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de montrer qu'on ne triche pas, qu'on a créé la vidéo avant, mais on va voir le rendu. J'essaie de rafraîchir la page. Bon, alors, je vais vous jouer la vidéo. Ah bah si, elle est là. Voilà, un instant. Donc la voici. Donc là, ça me donne une vidéo en anglais. C'est la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Vous me dites si vous avez bien l'audio. C'est bon pour l'audio, Nolwenn, on entend bien? C'est très faible. Ah. Peut-être que c'est sur mon ordinateur. Je vais voir peut-être. Voir. Je vais booster un peu l'audio pourtant. C'est mieux? Oui, un peu. Click on the first red topic. The topic is displayed in 2 languages. Source language on the left and target language on the right. Donc on voit bien le sous-titre qui s'affiche. It is displayed in full content. Là, vous voyez qu'on a changé, on est passé d'une voix féminine à une voix masculine. Et ça, c'est tout simplement dans le, si je reviens dans le DITA, ici, hop. Alors peut-être que celui-là, ce n'est pas exactement le même fichier. On peut... Oui, il ne s'ouvre pas. Des fois, le double-clic, ça ne marche pas très bien. Voilà, on voit qu'on peut changer les voix ici comme l'on souhaite. Donc, on peut passer, alors nous, on a des codes WHP Voice de 1 à 20. Et on sait à quelle voix ça correspond. Le 1, c'est un homme, et puis après, on va changer certainement. On va ici, à un moment, voir que ça change en WP Voice. Alors, peut-être pas sur celui-ci, parce que il y a peut-être des différences. Je n'ai pas synchronisé encore les fichiers ici. Mais on peut changer les voix, on peut mixer les voix, on peut utiliser des voix masculines, féminines, etc. Si on repasse donc sur... on va lancer un autre process. Je ne retrouve plus ma... Ah non, mais oui, pardon. Voilà. Donc, on va lancer un autre process et on va, en même temps, on continuera de regarder
la vidéo qu'on a lancée. Donc, on va le faire en chinois, puisque c'est assez rigolo de faire ça en chinois. La vidéo, démo. Alors, il faut que je retrouve le chinois. Hop, dita map, moi. Run. Donc, on peut continuer à regarder. Je peux vous montrer d'autres vidéos qu'on a traitées de la même façon. Ici, donc en français, c'était en anglais, la source est là en anglais. Sur des tutoriels assez courts, ça rend bien, ou des... Le projet Geobox utilise une machine à état pour gérer les transitions d'état d'animation. Avec un petit bug. Cliquez sur le carter de la boîte de vitesse pour visualiser l'intérieur. Changez les rapports de boîte à la volée. Parfait. En tout cas, c'était clair, là, on a bien entendu. Oui, c'est un petit peu plus fort. Je ne sais pas pourquoi la vidéo, l'audio. Vous pouvez également modifier le style du rendu. Voilà. Donc ça, on va essayer de voir si dans l'output, on a le chinois qui est arrivé. Ah, voilà, il est là. Donc c'est assez rapide. Du coup, je pense que le problème a peut-être été résolu de lenteur. Je vais lancer le chinois. Pourquoi c'est pas plus fort? Je ne sais pas. J'ai bien le volume au maximum. Je ne peux pas. Non, bon, on va lancer comme ça. Allez. Voilà, donc on voit bien qu'Augmented Review, c'est prononcé avec la voix alors, je pense qu'on dit neuronal en français, c'est neuro en anglais. C'est la nouvelle terminologie pour décrire ces voix qui sont intelligentes. En fait, ils ont Microsoft, il y a Amazon aussi qui travaille beaucoup là-dessus, récupère énormément d'échantillons de voix à travers différentes régions de chaque pays. Par exemple, pour la France, ils ont fait le Sud, ils ont fait Marseille, ils ont fait pour essayer d'avoir quelque chose de très… alors, non seulement en reconnaissance, donc ça c'est pour reconnaître la voix et transcrire du texte, mais dans le sens inverse également. Ce sont les mêmes types de moteurs. C'est des moteurs d'intelligence artificielle qui ressemblent beaucoup aux moteurs de traduction automatique, pour ceux qui connaissent. Bon, moi, le chinois, personne ne peut dire que c'est mauvais, quasiment. Non, on est coincé. Oui. On a une question de Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a une vérification humaine des sorties vocales chez vos clients? Alors, le gros avantage, c'est comme la publication est automatisée et que ça ne coûte pas très cher, puisque là, le fait de lancer, ça doit, si je regarde mon compteur, ça doit me coûter peut-être 50 centimes, 1 euro maximum, une vidéo de 4-5 minutes. Alors que si vous alliez dans un studio pour enregistrer cette voix, ça serait au moins 300-400 euros, rien que la réservation du studio. Et si on revient sur… alors, pourquoi j'ai perdu? Si on revient sur ici, mon fichier, à n'importe quel moment, je peux modifier pour améliorer un petit peu. Je peux rajouter des phonèmes, je peux modifier un peu le texte pour que le flux d'enregistrement soit un petit peu meilleur. Et on peut effectivement faire des QA et relancer la génération de la vidéo à tout moment, sans que ça coûte très cher et sans que ça prenne beaucoup de temps. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on invite vraiment à valider la langue source, c'est-à-dire l'anglais. Il faut que l'anglais soit impeccable déjà. C'est parce que si on commence à traduire sur un anglais qui est souvent la langue pivot, si on commence à traduire sur la base d'un anglais qui est un petit peu bancal, les sous-titres sont mal affichés, on va arriver à des choses. Alors après, il y a des contrôles automatiques qui se font sur la durée. Si on a des langues, donc il faut bien sûr instruire au traducteur de traduire au plus court, de faire au plus court, pas commencer à… mais ça, les traducteurs le savent, hein, qui traduisent du sous-titrage et de la voix off, savent qu'il y a des limites de temps. Ça, c'est pareil pour les studios et les acteurs, les vrais acteurs humains qui enregistrent. Donc, il y a toujours la possibilité de faire des contrôles, bien sûr, et de revenir dessus et de republier. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce que c'était une question peut-être plus…
Non, parfait, c'est exactement ce que je voulais savoir. Merci. D'accord, voilà. Donc, on peut publier. Alors après, il y a, en matière de traduction, là, je peux en parler. La seule chose qu'il y a à faire, c'est les phonèmes, ça ne bouge pas parce que ça ne concerne que les termes que l'on veut faire prononcer pour l'instant. On ne met que les termes que l'on veut garder en anglais, mais on pourrait éventuellement rajouter un peu de phonétique pour dire, voilà, en français, j'aimerais bien que, par exemple, mais je crois qu'on l'a fait pour topic, ce soit prononcé, donc IPA, topic, voilà. Topic, j'aime. Des fois, la voix française, elle dit topic ou quelque chose. Et là, j'aimerais bien que ce soit prononcé d'une certaine façon, donc on l'a fait. Donc, vous pouvez rajouter autant de phonèmes que vous voulez. Et ça se travaille par langue. Donc, c'est un petit peu un travail de base à faire pour toutes les langues. Et après, on peut customiser pour chaque langue. Mais la seule chose à faire quand vous voulez 20 langues, c'est de faire traduire, de vous exporter le topic qui est ici, là, donc le XML, et vous l'envoyez en traduction. La plupart des agences de traduction savent très bien gérer ça et vont traduire ça. Et après, il faut donner comme instruction au traducteur de bien faire au plus court. Et après, vous pouvez publier, modifier à volonté. C'est ça, il n'y a même pas besoin de récupérer les MP3, de les mettre à un endroit. Tout est fait. Il y a des fichiers temporaires. On peut les voir ici. Si je vais ici, dans une structure. Alors, nous voyons toujours Oxygène. Hein. Oui. Ah, j'ai mis en pause. Vous êtes en pause. Ouais, ah, je suis en pause. Voilà. 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 Donc là, je vais vous montrer juste peut-être le fichier temporaire avant que ça crache. Voilà. Donc, on voit ici qu'il y a des SSML. Je vais en ouvrir un pour ceux qui… Voilà, donc on voit le SSML, ça va générer un fichier MP3. Donc ça fait plein de petits fichiers MP3, enfin WAV, qu'on reçoit de… Ici, on ne voit pas parce que ça a bugué, mais plein de fichiers WAV, et puis après, ça reconstruit la vidéo dans Out. Ici, on reconstruit la vidéo. Donc on peut même jouer l'espagnol ici. Vaya a la página Augmented Review del documento que desea revisar desde el enlace proporcionado. C'est juste une question de traduction ensuite pour pouvoir publier. On peut tester des nouvelles voix, etc. Voilà, il y a plein de choses. Bon, je pourrais en parler pendant beaucoup plus de temps, mais je regarde l'heure passer. On a encore un peu de temps, mais après, l'idée, c'est que tout le monde puisse parler et échanger autour de la table, comme on dit. Je pense qu'on a fait le tour. Ça vous permet de voir un petit peu toutes ces spécialités, cette spécialité plus particulièrement. Je pourrais rapidement peut-être vous montrer SVG Graphics. Hop, 3 sans rien trop dévoiler. Donc, hop. Très rapidement, SVG Graphics, on va voir quelques… Pour parler de spécialisation. Hop. Voilà. Donc là, on a une tâche, en fait, hein, ici, qu'on définit comme une tâche. Et là, on voit déjà les spécialisations avec les ML Graphics ici et la référence. On a ici donc un topic qu'on peut publier. Ici, on a le SVG qu'on a converti en DITA avec la référence vers le vrai SVG qu'on a converti en DITA et dans lequel il y a des… Donc ici, on voit la coordonnée du SVG. Donc là, le système sait où placer le texte. Et ici, on a la référence vers le fichier qui s'appelle UI et la référence du code qui rêve qui s'appelle Configure System. Et ici, on a les UI donc, qui sont fournis par l'équipe de dev. On a tous les UI. Voilà, Configure System. Et à chaque fois qu'il y a une modification des chaînes d'IHM, on republie et on a les SVG qui sont mis à jour. Donc, on va ici publier très rapidement. Ah, ça va marcher. Ah oui, j'ai modifié la langue. Bon. Voilà, rapidement, je pense que je n'ai pas trop débordé. Je vais repasser sur la présentation. Ouais, juste pour les captures d'écran, d'abord, donc en fait, il y a si je comprends bien le processus général, donc on a, et puis je parle sous le contrôle de Kelly aussi. Donc, on a un SVG. Dans le SVG, il y a un fichier XML.
Enfin, Oui. qui est intégré là. Donc là, il y a une première transformation qui est l'extraction de ces valeurs-là avec l'identifiant de chaque élément. Voilà, donc ça, c'est la première chose. On voit une transformation vers Dita avec des clés. Et ça, c'est envoyé en traduction. Oui, tout à fait. Et quand Alors, ça revient, c'est la partie. Donc, quand ça revient, c'est réinjecté dans l'image. Et ça, c'est un traitement qui est fait par Dita-OT. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a 2 couches ici quand on voit le… Bon, en fait, c'est assez standard finalement, mais quand on voit ici, il y a 2 couches. On voit ici donc ici la référence qui correspond aux coordonnées du SVG, et ça va réinjecter dans le SVG directement. Et ça, en fait, oui, donc en fait, c'est une transformation qui permet un scénario qui permet de justement… Est-ce que c'est possible de voir la… Ah oui, bon, non, peut-être pas, remarque. Si on voit, je suis en train de le publier. Hop là. Voilà, on va voir le PDF apparaître. S'il veut bien, il est où? Il est parti où? Ah, il est parti sur mon 3e écran. Je vais le rapatrier. Il veut bien me laisser. Hop. Voilà, donc là, on va voir le SVG. Donc là, c'est juste un topic où on a mis 3 fois rien dedans. On a juste mis 2 UI ici, et on voit ici Configure System. Donc là, tout est mis à jour. Et si je change, par exemple, Outbound Connections, Security, Update, on fait Configuration System. Voilà. Si on fait la moindre mise à jour de UI, donc ça, c'est souvent qu'il y a des releases en mode agile, il y a des releases tous les 2-3 semaines. Donc, si on fait ici configurer, il décide du jour au lendemain à changer date, time, tac, voilà, et qu'on republie. Et ensuite, donc, il suffit d'injecter les UI pour les autres langues. On pourra voir les autres langues. Je ne sais pas combien de temps il faut. Donc là, je vais republier mon PDF. C'est bien fermé. OK. Il faut que j'aille le chercher sur le 3e écran. C'est publié de manière dynamique. Là, c'est le SVG qui a été mis à jour, le vrai SVG en fait. Là, c'est une image, c'est pas du tout éditable, au sens où ce n'est qu'une image, c'est le SVG qui a été mis à jour dynamiquement. En fait, au départ, il faut quand même vectoriser les SVG et vectoriser le texte, bien sûr. À partir de ça, donc on a, si on revient, je rentre peut-être un peu dans des choses un peu techniques, si on rentre dans le SVG, on voit que le texte était vectorisé. Voilà. Tu cherches texte, tu vas le retrouver. Ouais, TVXT. Voilà. Au départ, ça c'est le SVG de départ, et il a, lui, en fait, on va retrouver les différentes références. Bon, là, il faudrait que je le mette en page. Donc, on peut faire, bien sûr, on peut juste traduire le topic. Donc, on a les topics. Imaginons que les topics reviennent de traduction, ils ont été traduits d'anglais en chinois, et que le service de dev qui s'occupe des chaînes utilisateurs, de la gestion, nous ait fourni les RESX qu'on a convertis en DITA, donc on les a ici. On a les topics traduits, donc on ouvre notre… déjà, on ouvre la data map. Alors, hop, on ouvre la data map, donc en chinois. Et on a ici les UI, si on les ouvre. Tac. On voit bien les UI qui sont traduits en chinois. On a notre SVG, ça ne bouge pas. Le topic, il a été traduit. Voilà, donc on a traduit. Et là, on voit que ce n'est pas traduit, le SVG n'est pas traduit. Donc là, si on publie de manière classique sans spécialisation, on va juste se retrouver avec un SVG en anglais. Et il faudra soit envoyer les SVG en traduction, les faire traduire et les réintégrer,
soit au pire, mettre les captures d'écran qu'on a faites, mettre le système en chinois, faire les captures d'écran en chinois. Alors là, c'est un topic, mais imaginez 600 topics avec 800 captures d'écran ou plus. Donc là, je vais publier à partir de la map. Hop. On a un autre topic qui est traduit en chinois. Et c'est surtout que c'est vraiment en phase avec les traductions des UI. Souvent, en matière d'internationalisation de documentation, vous avez beaucoup de différences entre des traductions. Alors là, en plus, on a des UI qui apparaissent, mais si vous faites traduire les SVG dans un flux séparé, vous allez avoir les traducteurs qui ne vont pas forcément mettre les bonnes chaînes au bon endroit. Là, on essaie de travailler avec le contexte. Alors après, il y a des limitations, bien sûr, parce que le SVG, il n'est pas multiligne, enfin, il est multiligne, mais si on reçoit des UI multilignes, une longue UI qui après s'affiche sur plusieurs lignes, de manière automatique, on a un peu de mal si aussi les traductions sont trop longues, mais ça, c'est également la même chose quand on traduit du SVG, qu'on fait traduire, et après, il y a une phase de PAO. Là, on essaie de résoudre la plupart des problèmes qu'on trouve pour essayer d'avoir quelque chose, un produit, enfin une spécialisation assez industrielle qui peut fonctionner dans beaucoup de cas. Voilà, je vais repasser sur et puis on va peut-être faire un tour de table, s'il nous reste 10 minutes maximum, je pense. Hop, alors je vais quitter mon bureau du travail pour me remettre sur la présentation. Ouais, c'est un petit peu... Alors, voilà. Donc ça, c'était Agile Vidéo. La démo Agile Vidéo. Donc là, vous aurez toute la présentation, conversion, mixage. Alors, on utilise comme outil. Donc, là, dans la démo, il y avait Microsoft Azure. Donc ça, c'est un service qu'on appelle text-to-speech via une API qui permet de faire des WAV unitaires. Et ensuite, on a un autre outil qui va convertir les MP3. Donc la spécialisation va appeler différents outils. Et on utilise comme outil principal aussi FFmpeg qui permet d'ajouter des sous-titres, qui permet de convertir MP3, qui permet de mixer et de faire une sortie de vidéo. Il y a beaucoup de professionnels qui l'utilisent. Et ce qui est intéressant, c'est que FFmpeg peut être facilement, c'est assez ouvert, hein, c'est un peu comme DitaOT, on peut facilement, c'est un outil gratuit déjà pour commencer et c'est assez ouvert au niveau de la programmation. Voilà, publication, on fait une première publication test dans la langue source, c'est souvent l'anglais, et après on fait des traductions en chinois, en français, en ce qu'on veut, et on peut republier les vidéos, on écoute la vidéo, si tout est bien, eh bien on valide. Donc ça c'était Agile Graphics, je ne vais pas revenir dessus, mais ça c'est le graphique. Donc on part de JPEG, de PNG ou de bitmap en fait, hein, et on crée ce qu'on appelle des lock ready SVG. Souvent on a des SVG, mais le texte n'est pas vectorisé, donc le texte ne peut pas être édité. Il nous faut quand même des lock ready SVG avec des textes éditables. Donc après on a tout le mécanisme que je vous ai montré, les softwares également. Alors dès que le format est bien standard avec des identifiants uniques, c'est parfait. Si on commence à avoir du format non standard et pas d'identifiant unique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais maintenant, les services de développement le savent, parce que déjà pour la traduction, c'est un peu important d'avoir des identifiants uniques. Voilà, donc là, on fait des SVG. Voilà. Écoutez, vous pouvez ouvrir vos micros, je pense. Hein. Nolwenn, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a... Ouais, il y a Jean-Christophe qui se pose plein de questions. Allez, donc par le chat. Pourquoi, comment, mais je vais le laisser parler pour lui-même. Et puis, super, hein, j'adore les principes. On voit bien les automatisations et ce qu'il est possible de faire en termes de spécialisation. Là, on est vraiment allé très, très loin. Donc, je vous laisse discuter. Puis je laisse chacun mettre participer, hein, bien sûr. Vous pouvez, Donc, j'ai vu une première question de Jean-Christophe. Je vais essayer de répondre déjà aux questions qui sont dans le chat. Alors, les SVG sont générés à partir de… Oui,
Alors, JPEG, PNG, qu'est-ce qu'il y a? Bitmap, BPN, pardon. Et oui, oui. Donc, en fait, on a des instructions. Donc, on fait intervenir des sociétés externes qui sont spécialisées dans la vectorisation, dans la création de SVG. C'est semi-automatisé. Ça demande quand même pas mal de travail. La moyenne, selon la difficulté, c'est une demi-heure par capture d'écran. Mais effectivement, la vectorisation, donc le passage vers SVG log ready, ce qu'on appelle nous, est obligatoire. D'accord, parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant, et je ne veux pas monopoliser les 7 dernières minutes, mais j'ai plein de trucs Pas à du dire. tout. Ce que je trouve Oui. vachement intéressant, c'est quand même que parce qu'en fait, moi, je ne vous cache pas, je rentre tout juste dans le monde de Dita, donc il y a plein de choses qui m'échappent Enfin, ça ne m'échappe pas parce qu'en fait, je travaille dans soit XML, soit HTML, soit DocBook depuis longtemps. Mais justement, les questions de copie d'écran, moi, j'avais fait à titre complètement personnel, j'avais commencé une approche typiquement, comment dire, typiquement HTML. C'est-à-dire qu'en fait, je reproduis la copie d'écran par rapport à un prototype que je connais. Donc, ça correspondrait un petit peu à ce que tu décris comme à la fin, là, justement, à partir du PNG, etc. Donc, moi, j'ai l'écran que j'essaye de reproduire. Et ensuite, cet écran-là, il est automatiquement localisable puisque toutes les chaînes qui sont à l'intérieur de l'écran, c'est des chaînes texte, etc. Donc, quand tu fais la référence à SVG, qui est vachement plus intéressant, effectivement, que du HTML, parce que le HTML, c'est ce que c'est. Mais le SVG, il est, comme tu l'as montré, hein, je veux dire, c'est des text box, c'est des trucs comme ça. Et donc, j'ai l'impression, et là, j'ai pas bien compris en fait le lien avec la spécialisation. J'ai le sentiment en fait que cette spécialisation, elle n'existe juste que pour intégrer la localisation des SVG dans le processus d'ITA existant pour la création de la documentation, mais c'est pas en soi-même. Enfin, moi, ce que je vois à partir du monde de la localisation, puisque moi, je suis complètement là-dedans, c'est pas en soi-même une avancée spécifique à la localisation des SVG, mais c'est juste vraiment une question d'intégration dans ton processus d'ITA. Je me trompe ou il y a un truc qui m'échappe? C'est exactement ça. C'est Ok, ça. ok, Ouais, d'accord, c'est d'accord. ça. Et en fait, bon, l'avantage qu'on voit, on avance avec quelques clients potentiels là, qui sont vraiment intéressés. L'avantage qu'on voit, c'est qu'on a soit des clients qui sont dans le domaine médical et qui ont des petits écrans LCD et c'est très compliqué, qui n'ont même pas de simulateur, d'émulateur et qui sont obligés d'aller sur les écrans, les prendre en photo. Enfin, vraiment, c'est très archaïque hein, pour Ouais, certains et qui je ont connais, ouais. beaucoup de mal, qui passent 2 semaines à 3 semaines par langue à faire des captures d'écran pour des releases majeures. Et soit on a ce type de clients-là, ou on a d'autres clients, par exemple, on peut nommer Schneider Electric, qui ont déjà, eux, vectorisé leur SVG et qui nous envoient les SVG, mais qui nous envoient jamais la base de données qui nous permettrait de bien traduire ces SVG. Donc après, on se retrouve avec des SVG mal traduits ou qui ne correspondent pas vraiment, on ne sait pas où aller piocher au niveau de l'interface utilisateur. Là, l'idée, c'est d'abord d'automatiser, c'est une publication classique hein, vers PDF ou HTML, Ouais. et c'est la base, mais c'est d'automatiser en fait le remplissage des SVG dans toutes les langues. Alors après, c'est quand même, on part de loin parce que c'est vrai que le SVG 1.1, là on travaille, a quelques limitations, comme tu l'as dit, les textbox, si elles sont dimensionnées trop courtes, sur la base de l'anglais au départ et qu'après il y a la langue traduite est plus longue, la Ouais, ouais. textbox elle va mal se placer, il va y avoir un peu du centrage qui est déformé. Donc on va essayer d'élargir un tout petit peu la textbox sans trop déformer. Et après on essaye en ce moment de travailler sur une nouvelle version. Donc là j'ai fait pas mal de tests où on modifie la police de caractère. Donc, on aura des légères différences, mais ça permet quand même d'avoir, surtout dans le domaine médical, des choses qui sont très strictes par rapport, très cohérentes par rapport à l'interface utilisateur. Et c'est ça qui est important dans la documentation Tout à fait. de médicale, les petits écrans LCD, ce n'est pas la beauté de l'écran, c'est vraiment Non, le contenu des 3 lignes, s'il y a des pompes, etc. Et savoir exactement, celui qui lit la documentation, que ce soit exactement le bon UI. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est qu'on met en relation le contenu de l'interface utilisateur avec les SVG, en même temps qu'on publie aussi de manière dynamique les SVG.
Mais D'accord. voilà, on a des clients qui arrivent à faire traduire les SVG. Il y a toujours un peu de PAO après, mais ça prend énormément de temps aussi, hein. C'est un coût Ouais, ouais. important. Alors que là, on va de manière assez rapide. Après, pour D'accord. chaque client, on travaille on travaille un peu plus en détail. Voilà. Alors, je sais pas si, s'il y a beaucoup de traducteurs ici, mais cette différence de longueur dans les chaînes de caractères en traduction s'appelle le foisonnement. J'aimerais savoir si justement tu as des contraintes sur, par exemple, en gros, on va considérer que, le français, il est à, si je me trompe pas, c'est 1,2 en foisonnement par rapport à l'anglais ou je crois que c'est Ouais. attends, je déconne, je crois que c'est 1,5 ou 1,2, je sais plus. Est-ce que tu as des contraintes comme ça dans ta spécialisation pour créer justement ou est-ce que c'est un truc que vous envisagez de poser ce genre de contraintes pour la sortie Alors, graphique? ça, ce sera plus des instructions pour les traducteurs. D'accord, d'accord. Je ne sais pas comment on peut appliquer cette Alors contrainte. si, je crois que il en avait parlé, Dominique, de Oui, cette histoire-là. En fait, on peut faire des règles qui vont alerter sur la taille le nombre de caractères, par exemple, Oui. dans ton fichier. Oui. Ça, c'est un truc qui est fait, pas de manière routinière, mais c'est quelque Oui. chose qui peut être fait en effet. Je ne sais pas si c'est le cas dans celui-ci, mais oui, oui, c'est quelque chose. En tout cas, C'est en cours de test. Alors, ce n'est pas une contrainte, c'est un avertissement. C'est pareil pour l'enregistrement audio, quand on a des dépassements et qu'on risque d'avoir l'audio qui se chevauche, c'est un peu le même problème finalement. On a des avertissements en fait, hein, mais on ne sait pas en fait réparer à la volée. On ne sait pas encore. La seule chose qu'on peut faire, voilà, moi j'ai l'avertissement, je vais modifier les polices de caractère. Alors là, pour l'instant, on travaille sur Ouais. des modifications de police de caractère un peu barbares parce qu'on va quasiment modifier tout l'ensemble des polices de caractère. Donc ça va bien sur des captures d'écran simples, des petits écrans LCD, ça va bien. Mais voilà, où on va travailler sur le font, enfin, la police de caractère. Ouais. Par exemple, on va utiliser du narrow qui permet de vraiment réduire. Mhm. Voilà, on va retravailler. Alors, il y a beaucoup de tests à faire, hein. C'est une problématique qui n'est pas nouvelle, le traitement des Ouais. SVG et des captures d'écran. Mais voilà, on a un outil. Bon, autant Agile Vidéo, on est vraiment là sur des choses qui tournent bien, hein. On arrive à faire des choses très intéressantes sur. Autant SVG, c'est un petit peu plus compliqué, mais on commence à arriver sur quelque chose. Mais effectivement, ce n'est pas une spécialisation, c'est pas une refonte complète, hein. On part vraiment de la publication classique. Ok, ouais, je voulais, merci, hein. Ouais, ouais, pardon. Fred, je sais pas où ça en est, mais moi je me souviens qu'au début de cette spécialisation-là de SVG, on avait un outil qui servait pour prévenir un peu de la taille, par exemple, des cadres de texte. Ouais. On avait une première du coup transformation qui visait pas à traduire au début, mais qui rajoutait du coup des chaînes de caractères Oui, c'est le premier vides, test. et Oui. du coup on pouvait avoir une idée au début de soit la taille des cadres de texte et pour avoir justement une idée de quel taux de foisonnement on pouvait se permettre avec chaque Oui, SVG. on fait traduire les UI, on fait une pré-traduction de UI, on fait une pseudo-traduction avec du C'est ça, foisonnement. pseudo-traduction. Voilà. On va faire traduire les UI en pseudo-traduction et avec les outils de traduction, on peut dire, voilà, tu me mets n'importe quoi comme traduction, mais tu foisonnes à 1,5, à 1,2, à 1,6, C'est ça. etc. Et après, effectivement, on reteste la publication. Comme c'est assez facile de publier, Ouais, on ouais. peut le faire de manière dynamique. Voilà, on fait des tests. Et après, on essaye de jouer un peu sur différents paramètres. Mais voilà, on est quand même limité, sachant que si on a une chaîne qui est alors, unique, on arrive à la. on Désolé. arrive à la fin, oui, oui. Oui. Oui, oui, donc je voulais juste vous remercier tous. On va mettre à disposition la vidéo sur le site d'Ita Molière, évidemment. Et je vous remercie de votre présentation. Frédéric, je pense qu'on pourrait sans doute mettre à disposition les diapositives également. Oui, bien sûr, sans problème. OK. Formidable. Et Je t'envoie puis, juste ça, pour tu me vous souffles une rappeler émission. quand des nouvelles sont à suivre sur le groupe LinkedIn et que, évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer et faire vivre l'association. Et je m'arrête là, je termine le